Donc, merci pour votre présence pour ce webinaire du coup dédié aux outils de la productivité de la suite Microsoft 365, présenté du coup par Monaco Digital. Donc aujourd'hui, on est deux personnes présentées ce webinaire. Très heureux de le faire avec Hugo. Donc moi, je suis Larry Angava, donc je suis à Monaco Digital depuis quelques années. Je suis sur la plateforme SharePoint et Microsoft depuis 2011 et développeur d'affaires aussi pour l'entreprise. Et donc, moi aussi, très heureux de faire partie de cet événement avec Larry. Moi, je suis Microsofteux pour faire du franglais depuis 2017. Et en petite anecdote, j'ai un record personnel d'apnée de 3 minutes et 46 secondes. Et, ouais. Et donc, j'ai été aussi formateur dans 6 centrales nucléaires en France. Donc aujourd'hui, le but est de vous faire mieux utiliser, on va dire, les outils qui sont disponibles dans la suite Microsoft 365. Donc on va faire un petit tour d'horizon des principales applications, principales fonctionnalités en tout cas de ces applications. Donc aujourd'hui, la suite Office avec Word, Excel, PowerPoint. Donc là, je pense que c'est pas la peine de vous présenter ces différents outils. Il ne faut pas cet affront-là. On a aussi la partie Excel Online pour la partie mail, contact et calendrier, mais aussi pour les accès au groupe 365 qui permettent du coup, en un clic, d'accéder aux différents groupes dans lesquels vous faites partie. Teams, qui est apparu maintenant il y a quelques années, qui a fait vraiment son effet durant la période du Covid. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la plateforme de mise en relation, de réunions en ligne, mais aussi l'accès rapide aux documents dans SharePoint et la partie messagerie instantanée, qui était un des outils, on va dire, qui a été remplacé par Microsoft à la suite de l'abandon de Skype. On a la partie OneDrive. Donc moi, j'aime à penser que OneDrive, c'est vraiment fait pour les documents, on va dire, à durée de vie très courte, parce que j'aime bien penser que les documents, ils vont toujours servir soit à mon service, soit à mon équipe. Donc, c'est vraiment le petit temps où je crée mon document et après, je vais le mettre dans ces différents outils. Et je m'en sers principalement pour gérer mes raccourcis, en fait, plutôt que pour stocker des documents. Partie SharePoint Online. J'ai à penser que c'est la colonne vertébrale en fait d'une entreprise. Aujourd'hui, on voit que dans ces espaces-là, on va pouvoir stocker vraiment toute la communication et tous les documents qu'on va pouvoir produire tout au long des projets, tout au long de la vie d'un service. Et il sert aujourd'hui de base en fait collaborative pour tous ces différents usages. Et Microsoft a aussi mis l'accent sur cet outil-là, dans le sens où ça va être la mémoire en fait de Copilot, la mémoire en fait des différents agents qui va pouvoir aller interroger ces sources de données. Et il est important du coup d'avoir un SharePoint bien structuré et des données bien sûr stockées sur le cloud si on veut pouvoir les attaquer avec les différentes IA. On va parler aussi de Loop, donc, qui est un outil qui permet de créer des blocs de contenu collaboratif modifiables en temps réel. En gros, ça permet de prendre des petites notes, que ce soit dans un mail, dans un Word même, qu'on peut intégrer directement et on aura une mise à jour en direct de tout le monde. C'est vraiment pour pousser la collaboration au maximum directement. Pour ce qui est du Power Automate, c'est des flux de travail. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà entendu parler, mais c'est pour essayer d'automatiser au maximum des tâches avec des petits blocs. Donc, basiquement, c'est du drag and drop, comme on dit, du cliquer glisser pour dire fais-moi telle action à telle réception de mail, fais-moi telle action, par exemple. Pour ce qui est du Forms, normalement, il y en a pas mal, en tout cas avec toutes les formations qu'on fait, il y en a pas mal qui l'utilisent. C'est Google Forms, donc Microsoft Forms. C'est exactement le même principe. C'est on fait des petits formulaires qui vont remplir un fichier Excel. Et du coup, ça nous permet de suivre des inscriptions, des sondages, comme vous aurez à la fin de ce webinaire. On compte sur vous pour répondre. Pour ce qui est de Planner, c'est la gestion de l'ensemble des tâches qu'on peut avoir. Là, on va y passer un peu de temps. On a préparé des petites vidéos de démonstration juste pour vous expliquer le principe et vous montrer tout le potentiel de Planner. Le booking, j'aime bien parler c'est un outil bien spécifique, mais Planity, par exemple, moi j'en aurais besoin là, actuellement, c'est pour réserver son coiffeur. Par exemple, là, vous avez la possibilité de faire exactement la même chose sur Microsoft avec Booking, qui est une page de réservation de créneaux. Donc ça peut être très utile si vous êtes avec des prestataires et que vous avez besoin de prendre des rendez-vous avec eux directement. Pour ce qui est de Create, ça c'est des petites innovations qui permettent de mettre en forme
on va dire que c'est un Paint, mais beaucoup plus avancé, et en plus avec la partie Copilot qui permet de créer de zéro des contenus. Et enfin, Clipchamp, qui est un outil d'édition de vidéos. On va voir ensemble comment on peut éditer une vidéo et faire de la promotion, de la présentation, même du contenu éducatif directement dedans. Je laisse prendre la main. Ah, j'avais Et le copilote. oublié. Oh, Il était en haut. Il vient d'apparaître. M365, donc Copilot, qui est l'assistant IA intégré. Donc, par défaut, on va parler de M365 Copilot Chat pour ce qui est de la partie déjà intégrée et qui est en fait, oui, juste un moteur qui permet de discuter avec. Et ensuite de Copilot, M365 Copilot, qui est l'outil intégré à l'ensemble des outils que vous pouvez voir juste en dessous et qui permettent d'échanger avec lui et même de créer directement dans ces outils-là. Oui, c'est ça. Et cet outil, du coup, est disponible soit gratuitement avec la partie web, soit en payant et qui peut aussi se baser sur les données d'entreprise au travers d'un portail. Maintenant, ils ont refondu en fait le portail d'accueil de Microsoft 365. Vous avez directement le chat qui est affiché. Donc aujourd'hui, plutôt que de présenter en fait les outils un par un, on a fait le choix en fait de faire dans ce webinaire d'imaginer en fait un scénario d'entreprise qui est en fait un cas réel que vous pourrez du coup transposer dans votre organisation. Donc le but, c'est de donner en fait les clés pour commencer à utiliser en fait dès aujourd'hui au mieux en fait les outils qui sont déjà en place dans votre société. Donc du coup, le scénario, c'est quoi? Une entreprise qui s'appelle Mon Petit Vélo en Bois et qui construit et fabrique des vélos à base de matériaux biosourcés. Donc ce nouveau vélo, on va l'appeler le bambou, qui est produit à partir de bambou planté en France, en Italie et en Belgique, ainsi que de fibres de chanvre cultivées dans le Nord et en Poitou-Charentes. Tout ça est vrai, bien sûr. Pas de souci là-dessus. Donc voilà, le but en fait, c'est de présenter les différents outils dans un scénario en fait d'entreprise et que vous pourrez après derrière prendre et puis utiliser chez vous dans tous les projets que vous avez à mener. Je crois que j'ai mis des animations qui n'étaient pas très utiles. Donc, dans cette slide-là, simplement, c'est pour essayer de vous montrer une sorte de avant-après pour juste vous dire, forcément, là, on fait un scénario catastrophe, mais c'est un scénario où, avant M365, on a une collaboration qui peut être désorganisée. Souvent, on parle de ping-pong de mail. J'imagine que beaucoup d'entre vous peuvent avoir le réflexe de élaguer votre boîte mail dès le matin parce que vous échangez énormément par mail et vous devez traiter tout ça au moins 1 heure par jour. Là, l'idée, c'est essayer de vous mettre en avant tout ce qui est outils collaboratifs pour essayer de vous élaguer tout ça et essayer de travailler de manière beaucoup plus fluide que ce que vous pouvez utiliser actuellement. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, vous avez déjà des licences Microsoft, il y a vraiment un énorme potentiel à ce que vous fluidifiez tous vos échanges avec les outils Microsoft. Comment on va mettre ça en place? Et c'est pour ça qu'on a imaginé ce projet de petit bambou. Donc voilà, le but vraiment, c'est avec 365 de se passer quasiment en fait de la partie mail, d'utiliser exclusivement les espaces SharePoint pour transférer les documents et puis avoir des mails avec des pièces jointes. Utiliser la partie Loop pour la prise de notes et communication avec Teams. Du coup, ce projet, comment est-ce qu'on l'a découpé? On a fait 5 phases. Donc, une phase de cadrage dans laquelle on va utiliser Teams pour créer un canal dédié au projet, différents canaux d'ailleurs, en fonction de la typologie de phase dans laquelle nous sommes. Utiliser Loop pour tout ce qui est notes de cadrage avec de la prise de notes en live durant une réunion. Utiliser SharePoint pour la partie site projet. Une partie planification, on va faire un plan en fait, de projet via une liste de tâches. Une partie planeur pour les tâches en équipe. Partie booking pour récupérer les feedbacks des différents testeurs. Une exécution avec les livrables et les versions qui sont stockées dans SharePoint. Une partie coédition de documents qu'on verra au travers de Microsoft Teams. Donc, fini les mails pareil avec une pièce jointe et savoir qui a la dernière version. Une partie create avec la partie maquettage et génération de photos et de vidéos. Et donc, dans la partie, ce qui est validation, la partie validation, on va voir comment mettre en place le fameux Power Automate. Ce qu'on a imaginé, c'était un circuit d'approbation pour tuer basiquement tous les documents que vous avez
à approuver dans un projet. On va voir à quel point ça peut être quand même très facile, même pour des néophytes et des personnes qui ne sont pas habituées à mettre en place des flux de travail. Vous allez voir que maintenant, Microsoft a essayé de mettre en place des choses où c'est carrément du textuel. Je veux notifier quelqu'un pour tel mail, eh ben, ça sera notifié directement et on va le voir sur SharePoint avec une vidéo de démonstration. Ce qu'on va voir aussi sur Teams, c'est comment la personne reçoit cette notification d'approbation de documents et comment elle peut du coup approuver et donner des commentaires à tout ça. Donc là, typiquement, pour l'étape de validation, ça fait du boulot de configuration, mais en soi, ça va économiser énormément d'allers-retours que vous connaissez déjà en termes de mail. Tiens, je t'ai envoyé la V1, est-ce que tu peux me valider? Une fois que vous avez validé, il faut mettre dans un petit tableau à l'intérieur du document que telle personne a validé, etc. etc. Bah, tout ça, c'est intégré déjà dans Microsoft et ça peut être stocké directement avec la gestion des versions dans SharePoint. Donc concrètement, c'est déjà existant. Et ensuite, on va parler de la partie clôture. Donc là, on s'est un peu emballé, on va dire, pour le projet, dans le sens où on s'est dit, bah voilà, le bambou, c'est bon, on a terminé notre vélo, on a envie de le mettre en vente. Comment on va faire sur Clipchamp pour faire cette vidéo? Donc là, on a utilisé Copilot, on va le voir juste après, pour générer cette vidéo. Mais en soi, si vous avez déjà du contenu, vous allez voir qu'on peut faire des montages vidéo directement sur Clipchamp, c'est en ligne, ça peut être collaboratif, tout le monde peut coéditer des vidéos directement dedans. Pour ce qui est de Planner, on va juste clôturer ce Planner et vous montrer quel bilan on peut faire avec Planner, quelle vision on peut avoir et du coup avoir des comptes rendus. Pareil, on va un peu tricher aussi avec Copilot et générer un compte rendu directement avec Copilot. Et enfin, le Forms, donc là, ça sera comment créer une enquête satisfaction. Là, ça sera pour le petit bambou, mais on ne vous demandera pas de le remplir, ça sera juste une vidéo de démonstration. Et enfin, pour notre webinar, on vous partagera ce fameux formulaire. Sur celui-là, go. Donc là, du coup, on se retrouve dans Microsoft Teams. On va pouvoir, à l'intérieur de cet outil, en fait, générer des équipes et des canaux. Donc là, ce que je présente simplement, c'est comment aller rajouter justement ces fameux canaux. Donc il y a différents chemins. Là, étant donné qu'on est sur une vidéo de démonstration, j'ai pris seulement un seul. Déjà, premier petit tip, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour les canaux, on a à chaque fois mis un numéro devant. C'est un peu comme les dossiers que peut-être vous avez l'habitude de créer dans Outlook. C'est simplement pour que ça se trie dans le bon ordre, pour qu'il y ait un triage pardon, dans le bon ordre. Donc là, l'idée, c'est de créer à chaque fois un canal par sujet concernant notre projet. Donc, pour piloter tout ça, on aura besoin d'un canal qui va s'appeler pilotage projet et on va faire la même chose pour l'ensemble des canaux. Globalement, c'est à chaque fois le même geste. On va aller à l'intérieur. Ce que je voulais simplement notifier, c'est l'option que vous avez. Vous avez un canal public qui sera ouvert à l'ensemble des participants de l'équipe, un canal privé qui va être ouvert à seulement quelques personnes de l'équipe et visible seulement par ces personnes de l'équipe, et un canal partagé où ça, c'est des personnes extérieures. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être un projet, on a des prestataires extérieurs qui ont réfléchi au design, et bien, on va créer un canal partagé qui sera ouvert seulement à ces personnes-là. Et c'est une sorte de tunnel qui va être créé et ça va leur donner accès simplement à ce canal-là pour échanger sur les différents sujets. Donc, c'est pour vous donner simplement une idée de comment on met en place un projet. Ça peut paraître fastidieux là de créer l'ensemble de ces canaux, mais l'idée, c'est vraiment de créer une structure qui va vous aider au fur et à mesure de l'avancée du projet et qu'on élague au maximum tout ce qui est échange de mails. Donc, typiquement, là, si j'avais un design ou un produit à partager, bah, j'irais dans le canal design et produit et je partagerai. Dans la vidéo aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais on a les options fil de discussion et publication.
parce qu'on a la possibilité soit de mettre en place une publication, alors je vais vulgariser au maximum, mais ça va être comme des publications Facebook, où on va publier en disant, bah voilà, là je vous propose tel design, et ensuite on peut ajouter des commentaires en dessous, ou sinon c'est un fil de discussion, et là on peut confondre avec des fils de discussion de groupe, mais c'est exactement le même intérêt. C'est juste un échange, on partage quelque chose, et ça va être un échange ping-pong. Pour vulgariser aussi au maximum, c'est un peu comme Ça, du coup. un WhatsApp, Mm. exactement. La publication, c'est plus Facebook où je poste un avis, les gens peuvent répondre dessus. Et conversation, pardon, c'est plus le WhatsApp où on a un fil vraiment qui va se dérouler. Juste l'exemple des canaux du coup privés, ça peut servir par exemple si vous avez une équipe avec on va dire une dizaine de personnes et que vous voulez faire un canal uniquement avec les managers de cette équipe-là, vous pouvez faire un canal privé du coup dans l'équipe sans avoir à créer du coup une nouvelle équipe. Là, on a imaginé seconde étape, le loop en fait va nous servir lors de notre première réunion Teams à venir collaborer pour faire notre compte rendu de réunion vraiment en live. On n'a pas besoin de faire notre réunion et après de faire le compte rendu. Une seule personne prend des notes et les autres délèguent en fait cette prise de notes à cette personne-là. On peut directement en fait quand on a créé une équipe Teams créer en haut une nouvelle page. Ça va vous créer une page Loop. Là ici, on a fait le choix de partir directement sur l'outil desktop qui s'appelle Loop et qui permet en plus d'organiser en fait les différentes pages dans des espaces de travail. L'espace de travail, c'est quoi? C'est le même principe. On va créer un groupe en fait de pages Loop et dans lesquelles on va pouvoir ajouter différentes personnes et ils seront automatiquement partagés du coup avec les membres de l'espace de travail. Donc vous pouvez, pareil, le même principe, hein, commencer dès aujourd'hui à créer un espace de travail pour votre service, pour votre équipe et collaborer du coup à l'intérieur. Tout le monde est sur le même niveau en fait d'information. On voit ici qu'on peut notifier en fait les personnes. Là, on a notifié Max, Pierre et Clément, par exemple. Ils vont recevoir une notification par mail et aussi dans l'application. On voit en haut à gauche, en dessous de recherche, les différentes notifications qu'on va pouvoir du coup faire interagir les personnes sur cette prise de notes et avoir vraiment un échange le plus fluide possible. Donc là, vraiment, cet outil est mis en avant au travers de Teams maintenant, où pour ceux qui ont utilisé Teams auparavant, on était passé sur un système de OneNote, plus un système de notes, et maintenant Microsoft change et vraiment unifie avec Loop. Ils ont mis vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans cet outil. Comme on le disait au début, en fait, on va pouvoir encapsuler des morceaux en fait, d'une page dans un document Word ou dans un Outlook, par exemple. Et vraiment, le but étant aujourd'hui de centraliser les usages de la prise de notes, on va dire, collaboratif, avec cet outil de façon exclusive. Donc là, on voit par exemple sur cette démonstration qu'on était à deux en fait à écrire. On voit là, les petites réglettes au fur et à mesure, la petite réglette bleue en bas, et on voit directement en fait où se situent en fait les différents collègues dans la page. On a différents modes de mise en forme. On a des tableaux, on a des agendas, des notes. On peut copier des liens vers des pages pour envoyer le lien à une tierce personne et du coup collaborer vraiment efficacement sur ces outils-là. Ici, on voit qu'on a une structure qui peut se mettre en place. On peut créer des pages en fait où on va pouvoir structurer du coup notre communication autour de différentes pages et de sous-pages pour du coup, par exemple ici, faire un compte rendu de réunion en notant sur chaque page la date de la réunion et venir du coup enrichir au fur et à mesure les différentes prises de notes qu'on va pouvoir faire tout au long du projet. Donc, et pour simplement répéter et compléter, c'est juste que ce loop est inclus dans les licences de base E3 que vous avez. Donc, essayez bien de le découvrir et d'y aller sur la petite mosaïque que vous avez quand vous êtes sur n'importe quel navigateur. Vous tapez Office 365, vous vous connectez à votre espace. Et là, dans les outils qu'on vous propose, dans les applications qu'on vous propose, il y a Loop. Donc, je vous invite à essayer. Vous n'allez rien détruire de votre espace. C'est vraiment à vous d'essayer et de voir quel mode opératoire vous pouvez mettre en place. Mais typiquement, pour un projet comme ça, ça peut grandement aider et éviter tous les allers-retours. Une nouveauté assez récente aussi, on ne l'a pas utilisé dans la démonstration, mais vous voyez que tout en bas, on a aussi des modèles en fait, qui sont proposés du coup par Microsoft, qui permettent en gros de commencer déjà une page avec un modèle de page dans lequel il va vous mettre les intitulés, les tableaux. Pareil, n'hésitez pas à aller cliquer sur les différents liens quand vous serez sur votre environnement
pour voir en fait les différents modèles qui sont proposés. Donc là, on a vu Teams et Loop. On va maintenant partir sur la partie projet SharePoint. Donc là, j'ai créé du coup pour la démonstration une page d'accueil en fait pour l'entreprise Mon Petit Vélo, dans laquelle je vais retrouver mes différents composants. Donc là, c'est une page d'accueil qui est assez simple, dans laquelle je vais avoir voilà. Dans lequel je vais retrouver en haut le lien graphique avec des images pour chacun de mes projets. Donc ici, j'ai le être, le tech et le bambou. À droite, j'ai rajouté du coup un composant compte à rebours. En milieu de page, j'ai pu ajouter un composant actualité. Donc là, on est sur l'environnement Monaco Digital, donc on remonte les actualités en fait de l'entreprise. Partie droite, uniquement pour ce site, on va avoir les différents événements en fait de l'entreprise. Partie au milieu, le tableau de bord qui permet en fait de rassembler des cartes qui peuvent venir piocher en fait dans les différents outils de la suite 365. Donc là, j'ai fait remonter par exemple des actualités, le processus d'approbation ainsi que les tâches qui me sont assignées. J'ai fait remonter aussi les événements et la carte qui est au milieu, c'est un lien en fait vers mon site internet. À chaque fois, je vais pouvoir modifier ces cartes-là. Donc là, le but, c'est pas de vous présenter SharePoint en partie globale, mais plutôt passer directement sur la partie projet. Donc là, pour le projet Mon Petit Bambou, le vélo en bambou, j'ai créé du coup une page dans mon site projet dans lequel j'ai rajouté des vignettes qui me permettent d'accéder rapidement en fait aux tâches du projet, aux documents et au planning par équipe qui mènent en fait vers les différents planeurs des équipes SharePoint. Sur la page d'accueil, j'ai également rajouté les tâches filtrées par tâches critiques et en retard. On verra après plus précisément cette partie-là. J'ai rajouté également un composant WebPart qui cible uniquement mes tâches. Donc, c'est la partie gauche là, avec les deux lignes qui est survolée là à l'instant. Et également une partie documentaire qui permet en fait d'afficher les documents qui ont été modifiés récemment. Partie droite, on a rajouté les contacts du projet. Donc, voilà, c'est vraiment dans un cas pratique. Vraiment, le but, c'est de retrouver en fait en un clin d'œil les différents composants, les différents outils qui vont me servir au quotidien en fait à gérer mon projet. Je n'ai pas besoin de me casser la tête à chercher dans un mail les différents liens. J'ai vraiment tout à portée de main. Donc là, on a vraiment le triptyque avec le cadrage du projet, Teams, Loop et SharePoint. C'est ce qui conclut du coup la première étape du projet. La vidéo deux fois. Planification, du coup, on retourne sur l'espace SharePoint. Voilà. J'ai fait un focus en fait sur la partie liste de tâches. Donc là, pareil, sur la page d'accueil. On va revenir dans un instant sur la liste vraiment plus particulièrement. Je vais avancer un peu la vidéo. Voilà. Donc là, je suis dans ma liste de tâches. J'ai ici créé différentes tâches avec des propriétés, le titre, la phase, le statut, les priorités, qui est le responsable, date d'échéance. Ici, on voit qu'on peut facilement grouper en fait les tâches suivant la phase. Donc ici, on voit que j'ai phase prototypage, phase conception, phase production. Donc là, je peux vraiment grouper mes tâches pour vraiment avoir une visualisation un peu plus sympathique au fur et à mesure de mes différentes phases. J'ai également le statut qui permet d'avoir en un coup d'œil avec un formatage au niveau des colonnes. On peut mettre des petites pastilles en fait bleues pour affaires, rouges pour bloquer. Je peux ici filtrer ma liste de tâches avec différents statuts et je vais même pouvoir, en un clic, en fait, créer une vue personnalisée que je vais pouvoir partager, en fait. Donc ici, j'avais une vue qui était par phase et ici, je vais pouvoir créer une nouvelle vue en enregistrant, en fait, cette vue-là par phase avec uniquement les tâches qui sont non terminées. Je peux choisir que l'affichage est public et j'enregistre, en fait. Et là, en quelques secondes, j'ai créé vraiment une vue personnalisée qui me permet de la même façon de prendre des décisions en fait, de façon très rapide. Ici, nouveauté SharePoint sur cette liste-là. On a remplacé en fait les alertes, pour ceux qui ont connu SharePoint depuis un moment. On avait un système d'alerte, donc là, il a été repris en fait via les règles en fait. Et ici, je peux créer en fait très simplement une alerte qui va m'envoyer un message mail quand un élément est créé. Ici, je vais mettre une condition assez simple. Je veux que le mail me soit envoyé quand le responsable est égal à moi-même. Dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais envoyer un mail au responsable, je vais mettre responsable ou à moi-même. Donc ça, c'est vraiment de l'algorithmie très bas niveau. Si conditions, alors action. Donc si condition responsable est validée, l'action est envoyer un email. Et comme ça, je peux avoir
directement un fil. Donc ça, pareil, c'est vraiment une action qu'on va programmer en fait en début de projet et le faire une seule fois. Une fois que c'est paramétré, je l'oublie, je sais que ça tourne. Et dès qu'une tâche va m'être assignée, où je vais être en tant que responsable, je vais recevoir un email. Et là, en plus, par rapport aux alertes qui étaient présentes avant sur SharePoint, je vais pouvoir personnaliser en fait le mail qui m'est envoyé. À la base, on avait juste le lien. Et là, en fait, je vais pouvoir, en mettant un slash, en fait, vous voyez ici, je mets titre, 2 points. Après, je fais slash et automatiquement, en fait, il va me proposer toutes les propriétés en fait, qui composent une tâche. Donc là, j'ai criticité, je vais mettre slash. Et ici, dans le menu qui est déroulant, en fait, vous voyez que je vais avoir dans les propositions toutes les propriétés en fait, qui sont sur ma tâche. Donc, je vais avoir l'avancement, la date d'échéance, la phase, la priorité. Et ça va me permettre en fait, de créer mon template de mail qui va être automatiquement fourni par l'outil. Voilà, donc là, j'ai choisi de mettre le titre, la criticité, la phase et le module concerné pour mon vélo. Je vais mettre l'échéance qui est une date. Voilà. Et je terminerai là-dessus, il me semble. Vous voyez, c'est très très simple d'utilisation et c'est vraiment quelque chose qui enrichit en fait. Vous n'avez pas besoin de retourner tous les jours voir s'il y a une nouvelle tâche, vous créez vos règles. Là, j'ai créé une deuxième règle qui est basée sur la date d'échéance. Donc là, je dis, si la date d'échéance arrive dans un jour, dans un cas pratique, on aurait pu mettre 7 ou 15 jours par exemple, j'envoie directement un mail à moi-même. J'aurais pu mettre directement un mail au responsable. Voilà, j'ai différents choix. Donc là, j'ai créé assez facilement 2 alertes, une sur la création et une en se basant sur une date. Ici, autre nouveauté en fait des listes, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des actions rapides. Étapes rapides. Voilà. Ici, en fait, c'est quoi? C'est une colonne dans laquelle je vais pouvoir ajouter des boutons. Et ces boutons, en fait, vont me permettre d'agir en fait, sur la ligne concernée. Ici, je vais remonter juste une seconde avant. Donc là, je crée la colonne. Et là, je décide quelles sont en fait les étapes rapides de ma colonne. Je vais pouvoir en créer un certain nombre. Donc là, vous voyez, étapes rapides, les différentes actions que j'ai à date. C'est un produit qui évolue, bien sûr, assez régulièrement. Donc, à date, qu'est-ce que je peux faire? Sur un élément, donc là, ça va être au clic sur une tâche, je peux rédiger un mail. Au clic sur une tâche, je peux envoyer une conversation Teams. Au clic sur une tâche, je vais pouvoir définir une valeur, exécuter un flux et faire une demande SharePoint avec les licences qui sont adéquates. Donc là, je vais décider qu'au clic sur une tâche, sur un bouton, vous voyez ici, j'affiche en fait une commande qui, pour chaque élément sélectionné, me permet de définir la valeur. Donc là, je définis la valeur du statut à terminer. Donc au lieu d'ouvrir le formulaire et de passer la tâche à terminer, ici en un clic, je vais pouvoir terminer en fait une tâche. L'action que je vais avoir en plus sur cette action rapide, c'est que je vais pouvoir conditionner en fait l'affichage ou pas de cette étape rapide. Donc là, j'affiche conditionnellement ce bouton uniquement si la colonne statut n'est pas égale à terminer, tout simplement. Vous voyez ici, il m'a créé le petit bouton qui est en bleu. Je vais pouvoir faire une deuxième action qui va me permettre de changer la priorité de ma tâche comme étant une tâche critique. Donc là, pareil, premièrement, j'ai changé le statut et ici, je change la priorité en fait. Donc là, je dis, voilà, le nom de mon bouton, ça va être passer la tâche en critique. Uniquement si la tâche n'est pas déjà en critique. Et comme ça va alléger aussi mon affichage. Troisième action que je vais paramétrer, je vais démarrer une conversation Teams au responsable qui est associé à la tâche. Donc là, j'ai vraiment une action qui est contextuelle et qui va récupérer le champ responsable, donc le champ de type personne, qui sont des gens qui sont dans votre environnement 365. Je vais exécuter cette tâche uniquement si le responsable n'est pas la personne qui est utilisateur actif. Donc là, j'ai plusieurs choix. Contacter le responsable, c'est le nom de l'action rapide. Lien de l'élément, ça va être inclure le lien de mon élément vers SharePoint, comme ça, et j'ai directement le contexte de l'action dans laquelle je vais réaliser cette étape rapide, et uniquement si le responsable n'est pas égal à moi, en fait. Vous voyez, du coup, sur la liste de tâches, je vais avoir en face de chaque ligne différentes actions rapides. Ici, j'ai terminé la tâche, parce qu'elle n'est pas encore terminée.
contacter le responsable parce qu'il n'est pas légal à moi. Alors que sur l'action, la tâche du dessous, je vais avoir en plus passé la tâche en critique parce que sur cette tâche-là, la tâche est aujourd'hui en priorité haute, mais pas en critique. Voilà. Donc ici, on peut vraiment organiser et proposer un affichage, on va dire, un peu plus sympathique avec différentes actions rapides qu'on va pouvoir traiter sur cette liste de tâches. Si je fais la démonstration, sur cette tâche-là, la tâche est en priorité haute. Et là, j'ai cliqué sur, je vais passer très rapidement, sur la tâche qui est ici. Je vais le remontrer. Cette tâche est en criticité haute. Donc là, je passe la priorité en critique. J'ai cliqué sur le bouton notifier le responsable. Donc là, c'était Pierre qui était le responsable. Automatiquement, il va m'ouvrir en fait une conversation Teams dans laquelle il va copier le lien en fait vers la tâche en question. Et donc là, si Pierre va sur la conversation Teams et clique sur le lien, il est tiré directement sur SharePoint. Et donc là, je peux venir lui demander une information, lui demander d'agir par exemple, sans avoir à m'embêter à cliquer sur le lien, récupérer le lien sur la tâche. Voilà. Directement, on fluidifie en fait les différents échanges. Donc, je lui mets en plus cette tâche critique. Ici, j'ai aussi une nouveauté qui s'appelle le flux de travail. Donc là, je vais pouvoir exécuter en fait des Power Automate. On a dit qu'il y avait cette possibilité aussi d'inclure en fait Power Automate qui va se baser en fait sur des éléments que vous avez dans votre entreprise. Donc là, on se base sur une tâche. Vous voyez ici que j'ai déjà des flux de travail, des modèles qui sont paramétrés. Et donc moi, je vais choisir de notifier un canal Teams quand je vais lancer en fait un flux de travail. Donc là, il me dit sur quelle liste tu bases en fait ton flux de travail. Donc là, je dis que automatiquement, il va positionner le site SharePoint à surveiller comme étant le bambou, la liste de tâches à surveiller qui est tâches et livrables. Quelle est l'équipe à notifier? Donc là, il va me choisir parmi mes équipes Teams auxquelles je suis partie prenante. Quel est le canal que je vais modifier? Donc, vous voyez, c'est vraiment du drop-down. Je vais vraiment choisir au fur et à mesure les différents composants et qui se basent uniquement sur ceux auxquels j'ai accès. Donc là, le flux de travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, lorsqu'un nouvel élément de la liste est ajouté, il va envoyer un message à pilotage projet. Et tout simplement, tout ça est fait en fait en 2 clics via l'outil. Voilà. Ici, c'est vraiment un flux de travail qui est très simple. On montrera par la suite des flux de travail qu'on va pouvoir venir modifier. Ici, je montre en fait une nouveauté aussi de l'outil. Quand on a plusieurs propriétés en fait sur une liste, on va pouvoir organiser en fait un formulaire. Donc ici, on est sur mon formulaire de tâches que j'ai modifié très simplement avec une IA. Donc j'ai utilisé l'IA de Microsoft pour organiser en fait mon formulaire pour avoir les différentes propriétés qui sont organisées suivant la typologie. J'ai le général, j'ai la partie planification, j'ai le suivi et j'ai les commentaires. Ici, très simplement, dans mon formulaire, je vais pouvoir renseigner mes différentes tâches en renseignant en fait les propriétés. J'ai des propriétés qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatives. Et vous voyez qu'en haut, en fonction du statut, je vais pouvoir modifier en fait la couleur. Ici, je vais pouvoir choisir les responsables, qui sont en fait des personnes que je vais pouvoir choisir dans l'organisation. Date de début, date d'échéance. Assez simplement, en fait, je vais pouvoir faire tout ça dans un formulaire qui est intuitif. Mettre des pièces jointes, mettre des commentaires, et je vais pouvoir enregistrer du coup ma tâche. Donc ici, on termine la vidéo en montrant que voilà, les formulaires qui ont été créés. Je vais pouvoir aussi envoyer le formulaire à l'extérieur pour faire une page dédiée en fait. Donc là, j'ai créé en fait un formulaire de démarrage pour ma tâche. Donc les personnes n'auront pas à aller en fait sur la liste. Elles vont directement recevoir un formulaire. Donc ça, c'est hérité en fait de Forms. Ils ont fusionné un peu les différentes fonctionnalités. Donc ici, je vais pouvoir faire des formulaires qui sont évolués. Donc là, il est très simple. Je vais pouvoir juste sélectionner les colonnes que je veux faire apparaître, paramétrer la notification. On a aussi le choix, on n'a pas montré ici, mais paramétrer en fait le flux. Je vais pouvoir dire si tel champ est rempli, alors je fais apparaître tel autre champ. Ici, je montre que j'ai mis un logo et ici, je vais pouvoir envoyer le formulaire à une autre personne. Donc voilà la page qui est générée et qui permet d'avoir un affichage un peu plus sympathique. Voilà. Pour une liste de tâches, ça peut faire sens. Ça, en général, ça fait plus sens quand on fait des enquêtes, par exemple, ou des formulaires
ressenti, pardon. Et ici, je termine la vidéo en montrant, voilà, cette tâche est au statut bloqué. Donc là, j'ai mis un en-tête qui est différent. Et ici, du coup, c'est le mail que j'ai reçu où je rappelle la nouvelle tâche projet le bambou. Le titre apparaît bien, la criticité apparaît bien, la phase de lancement, le module. Et ici, j'ai un accès direct au lien vers la tâche. Donc, tout se passe vraiment après dans l'outil. Et on a quelques notifications qui permettent de ramener en fait les gens directement sur les tâches. Ça, c'est la notification Outlook et celle-là, c'est la notification Teams que je reçois également quand j'ai publié dans mon espace de travail. Et là, j'arrive directement sur mon formulaire. Alors, simplement pour votre information, là, je vois des questions-réponses au fil de l'eau et c'est très bien. On y répond au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, parce que là, on est bien conscient qu'on a essayé de partir d'un projet pour que ça soit structuré, mais on dit tout ce qu'on sait globalement. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on dit, n'hésitez pas à les poser. Et si jamais on n'arrive pas là au fil de l'eau, on y répondra à la fin. Mais ne restez pas sur votre fin, justement, à ne pas comprendre ce qu'on est en train de dire, parce que je peux comprendre qu'on ait énormément d'informations. Là, globalement, qu'est-ce qu'on montre? Ce que Larry vient de montrer, c'est les tâches au niveau SharePoint. Donc, les tâches au niveau SharePoint, ça serait plus utile ou utilisé pour ce qui est d'un pilotage de projet, mais global. C'est-à-dire, ça va être plus des tâches générales qui nous permettent d'avoir un fil rouge, un fil conducteur pour un projet. Là, ce que je voulais montrer juste dans la vidéo, c'était comment mettre en place un planeur qui va être plus des tâches individuelles. Donc, globalement, où est-ce que je vais? Je vais sur le canal dédié, ou en tout cas, où est-ce que je souhaite stocker mon planeur, et je vais directement dans Teams créer mon planificateur, si je veux la jouer française. Dans cette partie-là, planificateur, je vais lui donner un nom plan. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de fou dans cette partie-là. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de créer, alors pour la version anglaise, c'est ce qu'on appelle des buckets. C'est des colonnes, des sections sur les différents domaines qui concernent ces tâches plus individuelles. Une fois qu'on a créé toutes ces sections, on va créer nos tâches à l'intérieur, mais justement, je vais un peu trop vite. Dans cette partie-là, on va avoir la possibilité d'aller assez loin dans les tâches justement individuelles. Donc, attribuer des étiquettes affectées à une personne et mettre des listes de contrôle à l'intérieur de ces tâches. Donc, pour répondre à une question qui a déjà été posée, c'est la différence entre une tâche SharePoint et une tâche ici de planeur, c'est que là, la tâche de planeur va aller beaucoup plus loin. Ça va être à la macro plus de la personne et ça va l'aider individuellement à suivre tout son travail. Alors que côté SharePoint, ça va être plus un fil conducteur pour l'ensemble de l'équipe et dire, OK, d'accord, on en est là globalement. Voilà, j'espère que ça répond aux questions. Ensuite, bien sûr, dans notre projet Bambou, on a énormément de tâches, donc on en a créé énormément. L'idée, là, c'est juste que vous ayez un petit aperçu de à quoi ça peut ressembler une fois qu'on a créé l'ensemble des tâches. Donc, toujours pareil, je suis bien conscient que ça peut paraître fastidieux à mettre en place, mais ça, c'est vraiment dans un but de vous alléger le temps et la charge globalement mentale d'échange de mails sur l'avancée d'un projet. Une fois que vous avez fait ça, vous avez globalement votre ligne directrice pour votre projet. Là, notre vélo, on sait de A à Z comment il va être distribué. Donc là, j'ai créé mes tâches et ce que je voulais juste montrer ensuite, ça va être les différents modes d'affichage parce que c'est ça qui fait aussi la puissance de Planner. Donc, si je veux afficher par étiquette, j'ai décidé de faire des étiquettes, priorité haute, urgent, marketing, production, à valider, je vais pouvoir directement le trier par étiquette. Si je veux trier par attribution, je vais pouvoir directement voir qui doit faire quoi dans ces tâches avec des sous-tâches à l'intérieur. Si je veux montrer, alors je ne sais plus ce que j'ai décidé d'afficher, par date d'échéance, bah là, je vais pouvoir voir que dès la semaine prochaine, j'ai tout ça à faire et à venir. Je peux aussi voir des tâches auxquelles je n'ai pas mis de date prioritairement, donc je vais
pouvoir configurer tout ça directement. Ça, c'est juste le mode d'affichage sous le mode tableau. Ce que je montre ensuite, ça va être le mode grille. Si vous trouvez que ce mode d'affichage tableau, ça ne vous convient pas, vous avez un mode grille qui est l'équivalent d'un fichier Excel où vous pouvez mettre à jour directement. Vous avez un mode calendrier pour voir l'ensemble des tâches individuelles de tout le monde. Vous pouvez cliquer dessus et attribuer des étiquettes dessus. Et ensuite, le fameux rapport. Donc là, c'est un petit teasing pour le rapport final, mais globalement, avec Copilot, si vous avez la licence Copilot, vous avez la possibilité de générer directement un rapport par rapport à l'état de l'ensemble des tâches que vous avez. Et on verra à la fin à quoi ça peut ressembler. Et ensuite, on a la fameuse partie graphique où on a un état des lieux de l'ensemble des tâches et on peut savoir exactement où on en est et quelles sont les évolutions de l'ensemble de ces tâches. Ensuite, pour cette partie-là, alors je ne sais plus, non, ça c'est, je suis en train de me répéter. Et pour cette partie-là, pardon, j'enchaîne avec un booking. Donc dans notre projet, on se disait, bah voilà, on aurait besoin d'un panel utilisateur pour notre booking, pour notre vélo, pardon, comment on peut mettre ça en place? Et ben, on va créer une page de réservation, booking, pour que l'ensemble du panel, globalement, on fasse comme un sondage. Et pour mettre en place ce sondage et qu'on puisse interviewer chaque utilisateur, bah, moi, je n'ai pas envie de m'embêter à envoyer un mail à l'ensemble des personnes à qui je souhaitais contacter pour qu'ensuite ils me disent leur créneau. Bah, là, avec Booking, je vais créer ma propre page justement pour proposer l'ensemble de ces créneaux. En étape, globalement, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande typiquement un titre de page, aussi le créneau, quel type de créneau on souhaite et aussi avec qui je souhaite travailler. Ici, je vais avoir le choix entre proposer à tout le monde, proposer à simplement des gens de mon entreprise, de mon organisation. Et après, j'ai tout un système de configuration que je peux avoir qui est synchronisé avec l'agenda Outlook. Donc l'idée, c'est vraiment que vous créez cette page. Pareil, ça prend un peu de temps, mais je dirais 15 minutes à tout péter. Et une fois que vous avez fait ça, c'est synchronisé avec votre agenda Outlook et l'agenda de vos collègues. Donc si une personne essaye de prendre un créneau, elle va avoir, et on va le voir juste après, elle va avoir l'ensemble des créneaux disponibles en fonction du calendrier de la personne qui a été choisie. Donc, si je souhaite enregistrer et que je souhaite présenter cette page, je vous montre juste le rendu. Ça va être de sélectionner n'importe quel employé, soit moi, soit Larry, pour avoir cette fameuse interview. Imaginons que ce panel, on décide de le rémunérer, donc c'est eux qui vont faire toutes les démarches justement pour avoir cette interview. Et là, on a l'ensemble de mes créneaux qui sont disponibles. Derrière, ça va être un ensemble d'informations à transmettre. Et une fois qu'on a cliqué sur le bouton réservé, ben là, je montre simplement le résultat qui va être ici pour moi. Je vais recevoir un mail me disant que Michel Smith a décidé de réserver un créneau de 11h à 11h30 et ce créneau, il est directement ajouté à mon Outlook. Donc derrière, pareil, je n'ai pas besoin de le rajouter, de faire des actions manuelles. Tout ça est compris directement dans les actions qui sont faites. C'est ça, vous envoyez le lien en fait, du booking suivant les différents sujets. Les personnes en fait, vont venir en mode self-service, en mode Doctolib, on va dire. Réserver un créneau en fait pour un meeting en face-à-face ou alors un rendez-vous Teams, par exemple. On peut aussi imaginer, par exemple, pour une plateforme de support, par exemple, voilà, où ces créneaux-là sont réservés, ou alors de la formation vraiment en one-to-one. Ben, on réserve, par exemple, une journée par semaine à de la formation one-to-one et les personnes qui veulent avoir cette formation, eh ben, elles vont venir s'inscrire sur le calendrier de l'équipe, par exemple, pour avoir ce type de formation. Je vais passer rapidement cette partie aussi juste pour votre information. On peut rajouter des liens une fois qu'on a généré cette page booking. Ce lien direct, on peut le rajouter dans les signatures mail aussi. Donc pareil, si vous voulez rajouter dans votre signature mail, vous souhaitez plus de renseignements sur tel produit que vous êtes en train de promouvoir, eh bien vous pouvez rajouter ce lien-là aussi sur votre site internet
qui va pointer directement sur le formulaire Booking qu'on aura créé. Voilà. Je laisse la parole à Nari. On avance sur la partie exécution maintenant du projet. Donc, on a pu créer les tâches. De ces tâches, il peut découler des documents. Donc, ici, on fait un focus page d'accueil, donc les documents récents. Donc, là, ici, c'est un composant très simple qui permet de trier en fait par date de dernière modification. Je vais ici rentrer directement dans ma bibliothèque de documents et je vois ici une vue de tous les documents. Ce qu'on a en plus par rapport à un explorateur de fichiers, c'est que dans SharePoint, on peut ajouter des métadonnées. On peut les mettre sur des tâches, on peut les mettre sur des documents. Donc ici, j'ai catégorisé mes documents selon la phase du projet, selon l'approbation du document, selon le type de document. Donc ici, j'ai des rapports, des bons de commande, des cahiers des charges, et selon la confidentialité. Est-ce que c'est des documents internes? Est-ce que c'est des documents confidentiels? Est-ce que c'est des documents qui sont vraiment, vraiment critiques? Ici, on en fait une petite démonstration sur une nouveauté qui est apportée par Copilot. Je vais pouvoir en fait créer une colonne de type texte et demander en fait un remplissage automatique de la colonne par l'IA en fait. Donc ici, j'ai demandé à l'IA de faire un résumé en 3 points principaux de mon document. Je lui donne un test, en test un document existant pour tester en fait le prompt. Et ici, en se basant sur le titre, le contenu et les métadonnées du document, il va savoir de lui-même en fait générer un résumé en fait de ce document. Ce résumé va venir enrichir la base de connaissances de SharePoint et enrichir le moteur de recherche et en même temps l'IA. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Quand on va créer des propriétés, on va pouvoir enrichir l'IA, enrichir la recherche et faciliter du coup le travail. Ici, je montre une fonctionnalité qui est apparue il y a quelques semaines, qui est celle aussi du formulaire. Donc, on va pouvoir créer un formulaire de dépôt. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir rendre obligatoire le remplissage en fait, des différentes propriétés. Donc, ici, j'ai choisi de l'appeler dépôt fichier. Le formulaire de dépôt contient bien entendu un file picker, donc un endroit où je vais pouvoir déposer un fichier. Ici, partie droite, je vais pouvoir choisir les propriétés que je vais ajouter à mon formulaire. Donc ici, je vais mettre les propriétés qui vont être obligatoires au démarrage de mon document. Donc, quelle phase projet est concernée par ce document, quelle confidentialité, quelle langue. Le résumé, c'est généré par l'IA, donc je vais choisir de ne pas l'afficher. Je vais pouvoir modifier le thème aussi de mon formulaire. Donc, je vais choisir entre 3 ou 4 dégradés, mettre un titre à mon formulaire. Donc ici, je l'ai appelé projet Le Bambou, dépôt de fichier. Voilà, je vais pouvoir envoyer le formulaire. Ici, pareil, je copie le lien et je dépose ça dans une page SharePoint ou dans un lien mail, en fait. Et toutes les personnes qui accéderont, du coup, à cette page-là verront ce formulaire de dépôt. Ça permet vraiment de focaliser, en fait, le dépôt de fichiers sur le fichier ainsi que sur les propriétés. Donc là, elles seront obligées, en fait, de remplir. Donc là, j'avais des propriétés qui étaient déjà mises avec des valeurs par défaut. Mais je peux choisir obligatoirement de remplir ces propriétés. Le but des propriétés, ce n'est pas d'embêter les gens, en fait, c'est de pouvoir catégoriser rapidement un projet pour enrichir en fait les documents. Donc ici, j'upload mon fichier et automatiquement, il va être transféré en passant par le formulaire dans mon espace SharePoint. Donc ici, j'ai mis spécification technique pour le guidon. Et ici, quand je reviens dans mon espace SharePoint, je vais pouvoir également sur les fichiers, je ne l'ai pas montré avant, mais pouvoir choisir quel type de fichier j'accepte. Est-ce que j'accepte tous les types de fichiers ou uniquement des fichiers, on va dire, collaboratifs, hein, Word, PowerPoint, Excel et des PDF pour plutôt des comptes rendus ou des récépissés. Quelle taille je vais ajouter au maximum? Donc là, j'ai choisi des fichiers maximum 100 mégas. Et donc ici, automatiquement, le fichier a été transféré dans ce dossier et automatiquement, vous voyez que l'IA a fait son travail et a résumé en fait le fichier via ces quelques lignes de texte. Ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire en fait? C'est une fois que le fichier a été uploadé, je vais utiliser de la même façon la partie étape rapide qui va me permettre en fait de déplacer le fichier dans le dossier principal. Ici, je montre que les propriétés sont accessibles via le volet de droite. Donc là, je vais retrouver toutes les propriétés. Voilà. Et juste après, je vais vouloir créer une étape rapide. De la même façon que je vais sur la liste. Et donc ici, vous voyez, j'ai des actions qui sont différentes.
par rapport à la liste, ici, je vais avoir en plus la partie déplacer un fichier. Donc là, je vais choisir de déplacer le fichier qui était jusqu'à présent dans dépôt fichier. Je le déplace vers le dossier principal. Je vais pouvoir choisir, par exemple, de le déplacer dans une autre bibliothèque, mais là, j'ai choisi en fait de le déplacer vers les documents qui sont communs. Donc ici, comme nom, je vais lui mettre déplacer vers le commun, donc les fichiers qui sont vraiment à la racine, uniquement si le statut de mon document n'est pas renseigné. Voilà, n'est pas vide. Voilà. Uniquement si le document est égal à vide, il n'est pas tout le reste. Donc ici, j'ai créé en un clic une étape rapide qui me permet de déplacer vers le commun. Je vais choisir de mettre une autre étape rapide qui va me permettre d'archiver en fait mes documents. Donc là, de la même façon, je vais avoir un bouton. Donc là, je vais choisir de mettre dans un sous-dossier ou dans une autre bibliothèque. Si un document n'a plus valeur et n'est plus à garder, on va quand même choisir de le mettre en archive le temps que le projet se termine. Donc là, je vais dire, fais-moi apparaître ce bouton lorsque le statut n'est pas égal à archiver. Donc, dans ce cas-là, je vais choisir directement avec la navigation de déplacer le document dans le sous-dossier. Donc ici, on revient sur l'étape. J'affiche une commande qui, pour chaque fichier ou dossier sélectionné, déplace vers archive. Je mets un nom pour mon étape rapide, donc archiver, et je fais apparaître cette étape rapide, donc ce bouton, lorsque le statut n'est pas archivé. On est vraiment sur de l'algorithme vraiment très simple. Je fais apparaître un bouton quand la colonne n'est pas égale à cette valeur, et l'action, ça va être de déplacer le fichier dans un autre conteneur. Donc ici, sur ce document qui est dans mon dépôt, je vais voir que ici, différentes actions. Donc dans intégrer, j'ai les boutons qui apparaissent ici, déplacer vers le commun ou archiver. Et je peux aussi choisir de le mettre dans ma colonne. Donc ici, si je le rajoute dans la colonne, je vais mettre colonne étape rapide. Et il va me proposer, parce que les actions ont déjà été créées, de les ajouter directement ici. Donc, vous voyez, ici, on retrouve les étapes rapides qu'on a créées juste avant. Donc, déplacer vers le commun et archiver. Donc là, le but, pareil, c'est vraiment de gagner du temps, pas se poser de questions. J'ai un document qui doit plus être là, je fais archiver. Troisième action, j'ai fait une action de changer une valeur, il me semble. Non, même pas, je vous montre voilà, différentes actions. Je vous montre différentes actions, donc rédiger un mail, démarrer une conversation Teams, mais j'aurais pu aussi changer une valeur. Voilà. Ça, c'est différentes actions que vous avez à disposition. Là, pareil, si vous êtes déjà sur une équipe Teams avec des documents, vous pouvez tester cette partie-là sans problème. Mis à part dépasser un document, vous allez rien casser. Donc ici, sur ce document, je clique sur déplacer vers le commun et automatiquement, ce document se retrouve dans cette partie-là. Ici, on voit les différentes propriétés, les propriétés qui sont à renseigner. Ici, je vais faire focus sur les propriétés du fichier. Donc là, j'ai utilisé la partie métadonnées gérées, où j'ai créé des métadonnées type langue, type phase et type de document. Donc ici, je vais avoir un panel qui va s'ouvrir et qui va me permettre de choisir la valeur en fait, de ce terme. Donc là, c'est la langue français. J'aurais pu choisir anglais ou japonais. Ici, je vais pouvoir choisir également la phase qui me permet en fait de passer de l'architecture par dossier et sous-dossier. Ma phase, en fait, c'est quoi? C'est ce que j'aurais pu mettre en dossier, mais là, ce que ça apporte en plus, c'est une partie propriété. En fait, le document est automatiquement tagué avec la phase en question. Dans le compte rendu, j'ai mis des termes enfants, des balises enfants, et qui me permettent en fait de catégoriser mon fichier suivant ces différentes propriétés. Pareil, le but, c'est d'enrichir en fait la donnée. Un document, ce n'est pas seulement son titre et son contenu, c'est aussi des métadonnées. Pareil, derrière, ça sert à enrichir le moteur de recherche, enrichir l'IA. Et du coup, le temps que vous passez ici, en fait, vous n'allez pas le passer en fait en recherche. Je vais pouvoir, sur un document, commencer à montrer la partie collaborative, ou sur ce document, je vais aller interagir avec mes collègues pour poser des questions ou demander en fait à intervenir sur une interaction. On verra dans la vidéo juste après. On va faire le scénario en fait de coédition où je vais pouvoir commenter un document et revenir sur les éléments qui sont passés. Ici, je montre juste sur la partie résumé parce que cette action IA, je l'ai rajoutée après coup alors que des documents étaient déjà existants. Donc, je vais pouvoir choisir sur des documents qui n'ont pas
la colonne résumée alimentée par l'IA, choisir le remplissage automatique des colonnes. Ce remplissage peut être fait sur des colonnes de type texte, sur des colonnes de type propriété aussi, et donc pour permettre en fait d'attribuer des propriétés automatiquement à un document. Donc là, au bout de quelques secondes, les propriétés sont remplies par l'IA. On l'avait vu ici, il avait pris en compte la demande, il y avait une petite pop-up qui est apparue juste en dessous. Pour ceux qui connaissent, on a aussi la partie historique de version. Donc, tous les documents qui sont stockés dans SharePoint sont historisés. Donc là, pareil, c'est un gros changement par rapport à un file server. On peut directement remonter sur l'historique de version. Ici, on voit que le document a déjà 6 versions différentes. Donc, on était sur une version 0.6. Ici, on a un scénario de position. Donc, j'ai commenté en fait sur mon document en mettant arrobase, voilà, à revoir, arrobase Hugo, le nombre de couches et d'angles pour la fibre de bambou. Et je vois que Hugo a répondu à mon commentaire dans le document. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en fait dans un scénario de collaboration et de coémission en fait en temps réel. Soit je peux ajouter un documentaire, un commentaire, et le commentaire va venir s'ajouter en fait aux commentaires qui sont disponibles dans le document Word. Ça paraît, c'est une fonctionnalité, il me semble qu'il y a peut-être 1 an ou 2, des commentaires sur les documents. Donc c'est vraiment à chaque fois des outils qui évoluent dans le temps en fait. Soit je choisis de mettre un commentaire et automatiquement il va venir se mettre dans le document Word vraiment à l'endroit précis où le commentaire a été posé. Soit je choisis en fait de cliquer sur accéder au commentaire. Et donc là, je vais rentrer en fait dans le document en mode coédition. Voilà. Là, le document est ouvert en fait dans mon navigateur et je vais pouvoir choisir de rentrer à l'intérieur et de voir en fait le commentaire directement là où il a été posé. Je vois ici qu'Hugo est également sur ce document. Je vois la pastille ici. Sur un commentaire, je vais choisir de modifier le commentaire ou alors de le résoudre pour dire que l'action a bien été prise en compte, que la demande de modification a bien été effectuée. Donc là, pareil, on évite de faire de la relance par mail sur la modification. Je vais pouvoir voir directement en fait les commentaires et pouvoir les traiter. Ici, je peux cliquer sur la petite bulle de Hugo et je vois en fait où il se situe sur le document. Donc là, je vois que Hugo est en train de modifier en fait une partie du tableau et également une partie du bloc de texte qui est en dessous. Là, l'exemple qu'on a décidé de prendre aussi, c'est pareil. Au risque de se répéter, c'est à chaque fois pour vous dire que ça vous évite tous les ping-pong. On est bien conscient que l'édition en direct live à 2 personnes en même temps, ça peut être utile. Nous, ça nous arrive quand on fait des réunions et en plus à distance et qu'on a besoin de finir un document. Mais c'est surtout pour vous éviter tous ces échanges de V1, V2, V3, etc., etc. Tout ça, c'est intégré dans Microsoft. Donc, si vous avez, vous, des modifications à apporter ou à donner à des collègues, bah là, vous avez juste des commentaires à mettre et à rajouter, pensez bien à l'arrobase, le nom de la personne, et ça va vous le proposer. Et vous pouvez aller jusqu'à assigner à la personne. Et si vous l'assignez, ça va lui rajouter une tâche dans sa to-do. Donc ça, c'est une autre notion, mais simplement, juste le commentaire, ça va lui envoyer un mail directement pour le notifier sur ça. Ensuite, là, c'est la partie un peu récréative, la partie Create. Donc, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que vous avez, avec vos licences, une partie créée qui vous permet de générer directement des images. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est, je vais passer brièvement juste pour être sûr de ne pas dépasser, mais c'est pour créer une image, des affiches, des formulaires, des bannières, etc. Vous pouvez aller assez loin et modifier des images. Là, je l'ai fait rapidement avec directement un descriptif. Ce descriptif, je me suis aidé de Copilot, Chat, en lui demandant quel peut être le meilleur prompt pour me générer un plan concernant le bambou, notre futur vélo. Donc derrière, il m'a généré directement ce prompt sans que je sois obligé de m'embêter. Derrière, on peut rajouter des styles et ce que je n'ai pas notifié, c'est qu'on peut rajouter aussi une marque de l'entreprise. Donc ça, il y en a pas mal en ce moment qui nous demandent de configurer l'ensemble de leur environnement avec la marque de l'entreprise. Et le gros avantage, c'est que derrière, vous pouvez générer des Word, des documents en fonction de justement votre marque entreprise. Et même,
des images que vous avez sous les yeux. Donc là, forcément, j'ai un peu accéléré, j'avoue, j'ai triché, mais c'est juste pour vous faire une petite aparté sur le fait que vous pouvez totalement créer des images parties de zéro avec juste un prompt. Vous pouvez aussi le modifier. Et là, ce que je montrais juste, c'est en rajoutant dans le prompt, je veux rajouter 3 vues différentes de mon vélo, bah, partie de la même image, il m'a rajouté 3 vues différentes. Là, je suis bien conscient que même ici, on ne va pas pouvoir l'utiliser directement pour créer notre vélo, mais c'est simplement pour vous montrer le champ des possibles derrière dans la créativité. Ce que je voulais juste notifier sur la partie droite, ça va être la partie comme un peu ce que vous aviez sur Paint, sauf que là, ça va aller beaucoup plus loin dans l'édition d'une image. Vous pouvez enlever des fonds. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà tiré les cheveux avec des logos ou des images où vous n'arriviez pas à enlever des fonds. Là, ça marche plutôt bien dans la partie Create du coup de ça. Donc, dès que vous avez une licence, vous pouvez utiliser cette partie Create, toujours pareil, dans la mosaïque des outils disponibles de Microsoft 365. On va dire que l'avantage de cet outil-là, c'est que, par rapport à une autre IA, c'est qu'on a le kit de marque et en plus, les documents sont directement enregistrés en fait, sur le tenant. En fait. C'est ça. Voilà, Donc, c'est le désavantage. Après, derrière, voilà, ce ne sera peut-être pas la meilleure IA pour faire des photos, la meilleure IA pour faire des vidéos, mais ça reste on va dire, là, dans le champ des possibles et ça peut convenir à 80% on va dire, des utilisations. Donc, dans notre projet, là, on a fait la partie calibrage, la partie planification, la partie exécution. Donc là, on passe à la partie validation avec ta partie qui est intégrée directement à chaque fois. Tout à fait. Donc là, le but, c'est de montrer que sur un document, une fois qu'il a été produit et terminé, en fait, on va pouvoir intégrer ce qu'on appelle des flux de travail, donc des workflows, en fait. Ici, j'ai créé le workflow auparavant. Je vais vous montrer après comment il a été paramétré. Donc, le but, c'est de venir, en fait, sur un document. Pareil, on n'a pas besoin de prendre le document, de le télécharger, de l'envoyer par mail au responsable, lui demander de l'approuver, puis de remettre son tampon et de le remettre dans du SharePoint. On a vraiment un processus qui est de A à Z dans l'outil, en fait. Donc ici, sur un document, je fais clic droit, flux de travail, et ici, il me propose le flux de travail qui a été paramétré. Je vais pouvoir spécifier l'approbateur. Donc ça peut être quelque chose de manuel ou quelque chose d'automatique. Donc là, je choisis de le faire en mode manuel. Je dis que l'approbateur du document, c'est Hugo. Je lui mets une note de mise à jour pour lui préciser l'objet, en fait, de la publication. Je dis voilà, le document a été publié, merci de valider avant le copil, par exemple. Voilà. On peut directement, par exemple, mettre une date d'échéance. Et on va voir ici que le document, en fait, à cette étape-là, il est en brouillon. En fait. Le but, c'est de faire arriver le document jusqu'à l'état approuvé. Ici, le document est filtré du coup dans sa catégorie brouillon. Et je vois que le document, une fois que le flux de travail a été commencé, il est passé automatiquement via le flux de travail. Du coup, il y a eu un changement de statut qui a été fait par la machine et qu'il est passé de brouillon à en cours d'approbation. Comme ça, je peux avoir un statut intermédiaire qui me permet de voir que le document a bien été pris en compte. Ici, on a switché d'écran. Donc là, je suis sur l'écran de Hugo, en fait. Pour lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu deux choses. Une notification Teams et une notification mail lui indiquant qu'un document était approuvé. Donc là, on utilise approbation standard, donc qui est en fait un outil pareil qui n'a pas 3 ans, qui n'a pas 4 ans, il me semble, qui a été en fait mis en place par Microsoft pour centraliser en fait toutes les approbations qu'on pourrait avoir d'une entreprise. On peut imaginer de l'approbation documentaire, de l'approbation de notes de frais, de l'approbation de congés, de l'approbation de demande de matériel. C'est un hub en fait qui permet de centraliser tout ce qui passe en fait par l'approval request qui a été créé par Microsoft. Ici, du coup, dans le workflow, j'ai choisi de rajouter le titre, le type de document, la note de mise à jour, et il peut venir de son côté, très simplement, mettre un commentaire. J'ai 3 boutons, réaffecter, rejeter ou approuver. La réaffectation n'est pas obligatoire, on peut choisir dans le workflow en fait, de la désactiver. Donc ici, très simplement, il met un commentaire et il approuve. Et là, le temps gagné est vraiment assez facilement quantifiable. Le document est passé en état final. Le workflow, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une condition. Si le document est approuvé, je change le statut en approuvé. Si le document est refusé, je passe le statut en refusé. Assez simple. On montre également qu'on a différents types d'e-signatures qui peuvent être aussi intégrés à l'approbation. On a Adobe Sign, DocuSign et Microsoft a aussi sorti sa propre plateforme de e-signature qu'on va pouvoir intégrer également à nos workflows.
Donc ici, dans l'approbation, on montre voilà, les différents modèles qui sont disponibles. Donc on a AdoptSign et DocuSign. Et on a les demandes de base qui peuvent être créées vraiment de clic. Voilà. Est-ce que j'attends une réponse personnalisée? Est-ce que je mets une priorité sur cette demande? Voilà. Et donc, côté SharePoint, qu'est-ce qui s'est passé? Le document... Le document qui était jusqu'alors en cours d'approbation est passé en état approuvé. Ici, je vous montre du coup le workflow. Donc en fait, quand je vais venir sur mes workflows, je vais voir ici les deux flux de travail qui sont activés sur ma bibliothèque. Donc ici, j'en ai deux. J'ai l'approbation de document et j'ai la partie notification. Donc là, quand je suis sur un workflow, je vois le descriptif du workflow et je vois en plus l'historique. C'est un peu la trace en fait de chaque exécution. Et donc là, je vois qu'il y a 51 minutes, le workflow a réussi. Là, ici, je vois le formulaire de démarrage et je peux venir modifier en fait le workflow dans Power Automate. Et là, j'arrive sur la vue, en fait, ce qu'on appelle le low-code chez Microsoft, où je vais avoir les différentes boîtes qui vont représenter à chaque fois soit des actions, soit des conditions. Ici, mon workflow, c'est quoi? Ça va être un démarrage manuel. Donc là, je remonte ici. Le démarrage manuel, c'est quoi? C'est que quand j'ai un élément sélectionné dans le site Le Bambou et dans les documents de projet, je vais demander au soumissionnaire, du coup, le nom de l'approbateur et la date de mise à jour, enfin la note pardon, de mise à jour. Je vais récupérer via une action intermédiaire l'email de l'approbateur. Je vais récupérer le fichier pour pouvoir modifier son statut d'approbation. Donc là, je récupère le fichier et étape d'après, vraiment en 2 clics, je récupère son identifiant et je dis le statut du document, tu me fais passer sa valeur en cours d'approbation. Donc là, je résume, je démarre le workflow, je récupère le mail, je récupère le document, je change son statut. Et juste après, j'ai ici la partie approval, où là, je vais faire une petite pause, où je montre le titre d'approbation, soit j'ai le premier à répondre, j'ai le titre dans lequel je vais récupérer contextuellement les informations de mon document. Ici, dans mes différents types d'approbation, j'en ai 5 différents. Une approbation séquentielle, donc je vais pouvoir mettre plusieurs personnes en tant qu'approbateur, et séquentiellement, l'approbation va passer d'une étape à l'autre. Et je vais pouvoir, en fin de workflow, voir le nombre de personnes qui ont mis oui, le nombre de personnes qui ont mis non. Est-ce que tout le monde a répondu oui, par exemple, pour pouvoir décider est-ce que mon document a été approuvé ou non. Donc ici, j'ai mis une seule personne, donc je mets le premier à répondre. Ah. Je décide le titre de mon approbation, le corps, donc là, ça va être à qui est affectée en fait l'approbation, les différentes propriétés, le lien vers l'élément, est-ce que j'active une notification. Et ici, dans mon flux d'approbation, j'ai la même façon une approbation vraiment assez simple. Quand mon approbation est terminée, donc c'est ici résultat d'approbation, donc la petite boîte résultat d'approbation, je récupère en fait le contenu, donc ça va être soit approve, soit reject. Et donc ici, j'ai 2 branches. Donc si approuvé, alors je fais l'action qui est à gauche dans vrai. Donc j'envoie un email à la personne qui a demandé l'approbation, comme quoi le document est approuvé. Si le document a été refusé, je refais passer son état en brouillon. Si j'ai ici le statut document qui est en brouillon, et j'envoie un mail comme quoi le document a été refusé par l'approbateur. Ici, si je veux aller plus loin, je vais pouvoir décider de faire une action rapide. L'action rapide me demande quoi? Elle me demande l'ID en fait de mon flow que je retrouve ici dans l'URL. Et je vais pouvoir de la même façon décider de mettre une action rapide supplémentaire dans les paramètres de la colonne. Je modifie et je vais pouvoir dire nouvelle action rapide qui va être exécuter un flux, le nom de mon étape rapide, l'ID de mon flux que j'ai récupéré dans l'URL. Je vais faire un début d'approbation vraiment en un clic. Je mets les différentes propriétés, donc quel est le nom de l'étape rapide, quel est le nom de l'entête, quel est le texte qui est dans le bouton, et un affichage conditionnel. J'affiche ce bouton de démarrage de workflow uniquement si le statut est égal à réviser ou brouillon. Donc là, je vais pouvoir avoir dans ma vue SharePoint, pour tous mes documents qui sont à l'état non révisé et non... Enfin, tous documents qui sont à l'état révisé ou brouillon, l'affichage de ce bouton supplémentaire qui me permet de lancer en un clic l'approbation. Donc là, pareil, c'est un gain de temps vraiment qui est considérable. Si je fais mes différentes vues, je vais pouvoir voir ici en un coup d'œil
dans mes actions, uniquement sur les documents qui ont besoin d'être approuvés, le bouton approuver. Et là, du coup, ça me permet en fait de valoriser mon affichage et d'avoir quelque chose vraiment de très clair. Donc, une fois que le projet a été mené à son terme, que tous les documents ont été approuvés, que le produit est en production, je vais pouvoir faire du fun avec une petite vidéo de présentation de mon outil pour pouvoir enchaîner sur le marketing. Exactement. Donc, merci Larry, et pour essayer d'enchaîner, et je vous assure, on va tenir nos délais et vous serez à l'heure pour aller manger. Simplement, ça, c'est cette partie de Clipchamp. Donc, pareil, c'est inclus avec vos licences. Vous pouvez accéder à l'édition de vidéos. Cette édition de vidéo, de base, et je mets brièvement une pause, c'est avec l'ensemble des outils que vous pouvez avoir sur votre gauche, avec rajouter du texte, de la musique, etc., etc., des rushs de vidéos que vous auriez pris, même avec votre smartphone ou autre. Tout ça, vous pouvez l'inclure directement dans ces vidéos. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la petite innovation aussi qu'il y a avec Copilot. Pareil, là, j'ai généré un prompt en demandant à Copilot qu'est-ce qui serait le mieux pour mon prompt pour une vidéo promotionnelle de notre fameux petit bambou. Je vous épargne les petits chargements parce que forcément, il y a un assez grand, je pense que ça m'a mis 5 minutes ou 10 minutes à ce que l'ensemble se charge. Mais comme ce que vous pouvez voir là, ça a non seulement créé et intégré des vidéos, mais ça a aussi intégré un script, et ce script est directement lu dans la vidéo, avec une musique de fond derrière, et donc avec aussi cette possibilité de tout éditer pour ajuster le contraste. Ce que je voulais juste montrer, c'était la possibilité de ajuster aussi les transitions, de modifier, de cropper les vidéos, de les augmenter. Bref, tout ce qu'il y a d'édition assez basique. On n'est pas non plus sur des grandes vidéos YouTube, mais c'est vraiment pour faire de l'édition en direct sur des projets. Donc là, c'est une vidéo promotionnelle, mais l'idée, c'est que vous le fassiez aussi. Typiquement, là, on vous présente des outils. On aurait très bien pu faire, et on a créé ces vidéos avec Clipchamp, mais on aurait très bien pu faire des vidéos tuto avec cet outil-là directement. Là, la petite vidéo, c'est juste pour vous montrer le résultat. Normalement, vous avez le son. Donc, j'avoue que je n'ai pas fait de réglage sur la voix. Il y a un ensemble de choix de voix énormes. Vous pouvez aussi ajuster ça pour que ça fasse peut-être plus réaliste, mieux à l'intérieur. Mais simplement avec le prompt, en précisant que c'était à Monaco, ça a intégré directement des vidéos de Monaco à l'intérieur et du texte avec ce que je lui ai donné. Voilà, donc pour préciser, ça, c'est avec la licence Copilot qui vous permet de générer directement les vidéos. Si vous n'avez pas cette licence-là, vous pouvez faire vous-même ces montages vidéo assez facilement. On en arrive aussi à la partie clôture. Comme je vous ai dit, sur la partie planeur, imaginons que vous avez avancé toutes vos tâches. Et bien là, on a l'ensemble des tâches qui sont justement terminées, avec peut-être des tâches qui ne sont pas encore terminées. Donc, on peut voir l'état des lieux, on peut voir tout en bas la liste de contrôle, donc de faire 2 tâches sur 3. On peut rajouter pour chaque tâche des commentaires rattachés à chaque tâche pour dire, là, il faudrait plus avancer ou pas directement. Et ce que je voulais aussi montrer, c'était simplement la partie graphique. Donc, je ne sais plus où c'est, pardon. C'est la partie graphique que vous avez là, juste pour avoir une photo à l'instant T de l'état des tâches de l'ensemble de l'équipe, pour savoir si vous êtes en retard ou pas, si on vous demande des comptes rendus directement. Ce que je voulais montrer aussi dans cette partie-là, c'est une des innovations, on va dire, de Planner, c'est la possibilité de créer des objectifs. Vous pouvez créer des objectifs sur votre projet et les rattacher directement à des tâches et dire, si on a rempli l'ensemble de ces tâches, ça veut dire que l'objectif en question a été résolu. Donc, un objectif qu'on a pris pour le bambou, c'était préparer une production fiable de qualité
Et là, pour l'instant, l'objectif est toujours en cours puisqu'il nous reste une tâche à terminer. Mais par exemple, créer une identité et un discours marketing impactant, sans prétention, on trouve qu'on l'a fait et du coup, on a terminé l'ensemble de ces tâches et l'objectif a été accompli. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision claire de tout ce qui a été accompli à la fin. Et enfin, ce que je montrais ici, c'était juste la partie rapport. Donc là, c'est avec la licence Copilot, vous pouvez lui demander de faire un rapport sur l'ensemble des tâches et faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des statuts qui sont à risque? Est-ce qu'il y a des tâches qui sont en retard? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de rectifier tout ça? Si vous le voyez, là, on est dans l'imbrication de tous les outils M365, mais du coup, ce rapport est généré dans un loop. Pourquoi? Pour laisser la place à la coédition de l'ensemble des personnes qui peuvent ajuster ce rapport et rajouter des commentaires ou autres. J'essaye de faire bref. Désolé si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter sur ces outils-là, mais on veut être dans les temps. Et enfin, un outil qui normalement est connu de tous, mais si jamais, c'est la partie Forms. Et en introduction de la partie Forms, pareil, je suis flemmard jusqu'à un certain point, mais avec ce Copilot, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire un prompt, lui demander de nous générer 10 questions sur la satisfaction du nouveau vélo Le Bambou. Et en demandant ça à Copilot, il va nous générer directement les questions avec différents modes. Soit on donne des notes, soit on donne un commentaire. Et derrière, moi, je suis allé éditer ce formulaire, simplement pourquoi? Pour lui rajouter des connecteurs. Donc, il faut savoir que dans Forms, vous pouvez afficher ou pas des questions en fonction des réponses dites juste avant. Donc, typiquement, là, si la personne avait rencontré un problème technique dans ce vélo Super Bambou, eh bien, ce que je vais lui rajouter, c'est simplement rajouter un commentaire pour donner un détail à ce souci technique qu'ils auraient pu avoir. Mais s'ils n'ont pas eu de souci technique, je ne vais pas afficher cette question. Donc, tout ça, c'est du paramétrage à faire dans le Forms. Mais sachez que vous pouvez le faire. Et ensuite, ce Forms peut être ouvert à tout public pour cumuler toutes ces réponses. Toutes ces réponses derrière, il ne me semble pas y avoir notifié. Je montrerai simplement pour l'appareil mobile. Mais toutes ces réponses derrière, elles sont disponibles via le bouton « Voir les réponses » et elles sont disponibles sous forme d'Excel. Donc, nous, on l'utilise beaucoup pour nos fins de formation, justement, pour récupérer toutes ces informations. Mais vous pouvez l'utiliser dans plein de cas d'usage différents dans vos différents projets que vous avez. Normalement, on est bon. J'ai tracé pour être bon dans le timing. Si vous avez d'autres questions, réponses, il ne faut pas hésiter. Il y a une question là pour la partie e-signature, donc la partie e-signature qui est intégrée dans l'outil approbation. Donc on avait DocuSign, Adobe et Microsoft Signature. Donc là, du coup, elles ont une valeur, du coup, elles ont la valeur que du coup ces providers en fait donnent à leur e-signature. Mais du coup, c'est des éléments qui sont payants pour cette partie-là en utilisation en fait. Si vous avez X des pools en fait de signature, DocuSign ou Microsoft ou Adobe Sign. Donc là, c'est en fonction bien sûr des solutions que vous allez choisir. Notre collègue maintenant va mettre un petit le lien vers l'enquête de satisfaction dans la partie conversation, si vous pouviez y répondre avant de partir. Et pour les autres questions, on est ouvert aux autres questions. On va peut-être ouvrir les micros, peut-être, s'il y en a qui veulent s'exprimer. Ou on va juste par question-réponse, sinon. Ouais, je sais pas. On a autorisé les micros pour les participants, si vous voulez activer votre micro et poser une question. Si jamais vous avez d'autres questions sur la partie conversation aussi, et après. Tu as le lien sur l'enquête, si tu peux le mettre là, rapido. En tout cas, merci de votre participation. Si vous avez d'autres questions ou des projets, pourquoi pas, de formation ou de mise en place, n'hésitez pas à contacter Monaco Digital et Larry Angama.
Et Hugo Nallet. L'idée là vraiment de ce webinaire, c'est surtout de vous montrer d'un projet de A à Z qu'est-ce qui peut être mis en place. Là, on est bien conscient qu'on a essayé de montrer énormément d'outils. Parfois, ça peut faire doublon. Vraiment, c'est pour que ça fasse tilt dans votre tête et que vous vous disiez, ah oui, là, c'est vrai que ce qu'on fait actuellement, ça prend énormément de temps, alors que Microsoft le fournit, on pourrait le faire de telle manière. C'est vraiment cette idée-là que dans votre tête, vous sachiez le champ des possibles et que ça fasse tilt la prochaine fois que vous êtes confronté à un souci organisationnel. Ah oui, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on a un tel retard? C'est peut-être parce qu'il nous manquait une feuille de route, il nous manquait une structuration. Je n'arrive pas à trouver tel document, mais pourquoi je galère autant à trouver ce document? C'est peut-être parce qu'on doit mettre en place un SharePoint collaboratif, mettre à disposition des documents. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là d'essayer de vous donner tout ce qu'on sait et que derrière, ça vous fasse réagir. C'est ça. Outlook, c'est plus rapide, mais c'est moins bien. C'est ce qu'il faut se dire. Si on veut garder juste un mot, et voilà, le but, c'est vraiment d'augmenter la productivité. On sait qu'on est toujours, nous les premiers, sur X sujets en même temps, X projets en même temps. Et si on peut gagner ne serait-ce qu'une demi-heure par jour sur chaque projet, je pense qu'on aura un peu plus de temps pour faire autre chose, un peu de sport, par exemple, ou du vélo. Voilà. On a le lien dans la partie conversation du formulaire. Si vous pouvez vraiment y répondre, ça nous aiderait à nous améliorer. Exactement. Si vous aviez d'autres questions ou autres, Ou de l'apnée. Totalement. Moi, c'est ma passion, donc n'hésitez pas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on réponde à toutes vos questions. Et je crois que sur, en tout cas, la partie questions-réponses, on l'a fait. On a été bon. Alors, j'ai une question de Marie sur le fait que vous ayez loupé le début. Oui, on va mettre en place à disposition le replay. On l'a enregistré. Simplement, pas pour tout de suite, dans le sens où on va peut-être l'éditer pour mettre des balises et que ça soit accessible en fonction de l'outil qui vous intéresse. On fera une communication par mail dessus. On le mettra du coup sur le site Monaco Digital et sur la chaîne YouTube. Donc, ça n'a pas de souci. On a vos adresses email pour vous communiquer. Je crois qu'on a été efficace, Larry. Merci à tous. Et si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, là, il arrive le temps d'avoir faim. On vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Et puis, on fera un autre webinaire au mois de juin sur la partie gouvernance des données, tout ce qui est optimisation du stockage, sécurité. Ça peut intéresser notre type de profil, mais c'est aussi important de faire le ménage. Merci beaucoup à tout le monde et on espère vous revoir très bientôt.